Bonjour à toutes et à tous, vous êtes nombreux, c'est formidable de vous voir. On voit des bras qui s'agitent, des baisers qui nous sont envoyés. Ça fait vraiment chaud au cœur. Voilà. On est tous un peu exilés dans nos vies, mais en même temps on est reliés et c'est la fonction peut-être première de la poésie. Alors, bienvenue pour cette conférence inhabituelle. D'ordinaire, elle se déroule dans une bibliothèque parisienne, depuis quelques années dans la bibliothèque de l'Arsenal, mais on voit que vous êtes aussi nombreux et nombreuses que lors des dernières éditions en présentiel, comme on dit aujourd'hui, donc ça nous fait vraiment chaud au cœur. Nous sommes là pour parler de désir, c'est bien, non? Pour faire parler le désir, c'est encore mieux. Voilà, pour désirer la parole de soi, celle des autres, et pour parler de cette 23e édition du Printemps des Poètes, qui se déroulera du 13 au 29 mars. J'allais dire si tout va bien, mais non, tout n'ira pas bien, mais en tout cas, le Printemps des Poètes, quoi qu'il advienne, aura bien lieu du 13 au 29 mars, et voilà. Bonjour à tous et à toutes. On est là pour entendre de la poésie et pour parler poésie, pour parler désir, et tu as commencé par le chiffre 23. Alors moi, j'ai Ouais. envie de te faire, on va lui faire parler de chiffres. Alors si je te dis 4. Ah ben, c'est les 4 filles que j'ai eues avec Thierry Renard. Thierry Renard qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui vous salue, qui est le co-anthologiste de ce livre, Le désir aux couleurs du poème, que vous verrez s'afficher tout à l'heure. Oui, c'est la 4e anthologie que nous élaborons ensemble. La première, alors, avait un prénom qui commençait par A, Ardeur. C'est beau comme prénom. Le deuxième, B, Beauté. Le troisième, C, Courage. On en reparlera du courage. Il en a fallu quand même en 2020. Et puis la 4e de nos filles, comme dit Thierry, c'est des désirs. Alors si je te dis 11 maintenant. Je ne te 11, parle pas de sport. ouais, bon, 11, c'est le nombre d'anthologies que nous avons publiées pour le Printemps des Poètes depuis l'année 2011. On a commencé en 2011, on venait de créer la maison d'édition avec une anthologie intitulée Outre-mer, 3 océans en poésie, puis on a continué. Il y a eu une année 2015 particulièrement forte avec l'insurrection poétique, qui est devenu pour nous une sorte de best-seller ou de long-seller, et le monde dans lequel on vit lui donne des raisons d'être. 2017, 120 nuances d'Afrique. Voilà, 11 Alors, anthologies. on reparlera tout à l'heure de la manière dont vous construisez les anthologies, mais on va continuer à jouer un petit peu avec les chiffres. Alors, je te dis 44. Oh ben, c'est un palindrome. Moi, je suis fou des palindromes. Alors, les chiffres qui se lisent dans les deux sens, c'est comme les mots qui se lisent dans les deux sens. Toi qui diriges la collection Ceux qui en disent non, tu sais bien de quoi je veux parler. 44, c'est le nombre de voix féminines qu'il y a dans l'anthologie. Et il y a 44 hommes aussi, ce qui, additionné, fait 88 auteurs dans cette anthologie. Voilà. Ce serait mieux s'il y en avait 888, mais le livre serait à un prix inabordable. Donc voilà, on s'est limité à 88 poètes, c'est déjà pas mal. Et il faut adresser voilà, un mot d'amitié à tous ceux qui n'ont ou toutes celles qui n'ont pas pu rentrer dans cette anthologie, qui auraient voulu en faire partie. Mais voilà, on leur dit, ce sera peut-être pour l'année prochaine. 88, c'est aussi l'année de naissance d'une des plus jeunes autrices, Nawel Benkrayem, qui se trouve dans cette anthologie. Et du coup, si je te dis 100, on a parlé d'une des plus jeunes. 100, ce n'est pas le nombre de pages du livre, ce n'est pas non plus le prix en euros, c'est l'âge, c'est l'année dans laquelle notre doyen devait entrer, Frédéric Jacques Temple, qui nous a quittés au mois d'août. Après avoir vu quand même le livre de lui que nous allions faire paraître quelques semaines plus tard, et j'ouvre cette rencontre en vous disant, en vous lisant un court fragment de Frédéric Jacques Temple, quelque chose qu'on a envie d'accrocher comme ça, de tenir dans sa main comme une petite pierre magique. Attention à ne pas éteindre en toi le soleil.
Attention à ne pas éteindre en vous le soleil. Voilà. Ou encore un chiffre. Je sens que rien qu'avec le chiffre que je vais sortir, tu vas être encore plus bavard. 5. Ouais, bon, 5, je vois. 5, ce sont les 5 continents, hein, c'est ça? Oui, oui. Ouais, les 5 continents, parce que, vous le savez, notre particularité dans cette maison d'édition, c'est de considérer que les frontières de l'Hexagone sont beaucoup trop exiguës pour contenir nos rêves d'avenir et nos envies de voyage, fût-ce nos voyages immobiles comme ceux que nous vivons depuis maintenant près d'un an. Et donc, cette anthologie, comme les précédentes, est ouverte à tous les vents du monde. Alors, bien sûr, il y a des auteurs qui viennent de France, il y en a beaucoup. Et je pourrais les citer par région. Alors, par exemple, la région lyonnaise, elle est bien représentée, avec, par exemple, Charles Juliet, Edith Azam. Bon, je pourrais en citer beaucoup d'autres. La région, le sud est bien représentée avec Alain Damasio, le romancier. Ah ben oui, Alain Damasio, si ce nom vous dit quelque chose, vous êtes forcément surpris. Mais qu'est-ce qu'il fait dans cette anthologie? Ben, vous verrez peut-être tout à l'heure. Voilà. Mais des poètes aussi qui vivent du côté de Montpellier, comme Michael Gluck, comme Stéphane Bertrand. Des poètes parisiens, il y en a quelques-uns, Stéphane Bataillon, Claude Bert, et puis bien d'autres encore. Des Bretons comme Yvon Lemaine. Voilà pour la France. Et puis des voix venues de l'outre-mer et de la francophonie. Alors, elles sont nombreuses, ces voix. Par exemple, de Nouvelle-Calédonie, eh bien, il y a Ima Sango, et puis d'une certaine manière, Anne Billan. Alors, Anne ne sait pas toujours où la placer, quelque part entre la Bretagne et la Nouvelle-Calédonie. Je vois quelqu'un qui montre le livre d'Anne Billan, mais oui, c'est Vincent. Merci de montrer ce livre. Je ne sais pas si les autres le voient, mais en tout cas, Ton ventre voilà. et l'océan. Ton ventre et l'océan. Et puis les Mayotte avec Nassouf Djelani, les Antilles avec Daniel Maximin, je pourrais citer l'île Maurice avec Ananda Devi, Haïti qui est bien représenté avec Evelyne Trouillot, Louis-Philippe d'Alembert, par exemple. Et puis il y a des voix francophones venues de Tunisie. Tu as cité Nawal Ben Krayem, qui est une jeune chanteuse franco-tunisienne, mais on pourrait citer Marianne Katzaras et dire, Tunisie et Grèce, bon, Grèce. Grèce, Tunisie, France, enfin, c'est une femme du monde. Je pourrais citer l'Algérie, d'Abiba Djanine ou de Souad Labize, la Belgique de Karl Norak, je pourrais citer le Luxembourg de Jean Portante ou d'Hélène Tirtoff, le Québec de Louise Dupré, d'Hélène Dorion. Voilà, je pourrais continuer comme ça. On avait dit pas ça. Mal. Eh ben non, attends. J'étais sûre. Il y a aussi toutes ces voix traduites que nous faisons entendre. Je veux quand même en citer quelques-unes. Alors, bien sûr, des voix européennes, par exemple Fabio Scotto d'Italie. Il y a plusieurs poètes grecs, notamment un poète qui n'a que très peu été publié en France, Tassos Livaditis, une grande voix de la résistance. Yanis Ritsos, qui est pour nous la figure emblématique. Mais aussi... Regarde, la marche de l'océan. La marche de l'océan, hein, c'est bien. Tous les livres apparaissent à l'écran. C'est génial. Merci beaucoup. Je pourrais citer... alors, Vincent, est-ce que tu as Trois fois rebelle de... ah ben voilà. Perdu. Merci d'avoir joué avec nous. Trois fois rebelle de la grande voix de la poésie catalane, Maria Mercè Marsal. Et puis, si on s'éloigne, alors on peut aller... bien sûr, en Amérique latine, il y a pas mal d'auteurs latino-américains présents venant du Chili, venant du Guatemala, de République dominicaine. Le monde arabe qui est représenté avec Maram al-Masri ou Ala Mohammad. L'Iran, cette année, on a deux poètes iraniens, deux jeunes poètes, moins de 40 ans. Garouss Abdolmalekian, qui vient d'être publié d'ailleurs en Angleterre chez Penguin Books. Bon, c'est vraiment formidable. Et puis Roja Shamankar, Israël, qui est représenté avec deux auteurs, dont Ronnie Somek.
Et puis la Corée, la Chine, enfin, je m'arrête là. Hein. Ah bah oui, parce que quand même, si on parlait du désir un peu là. Non, mais je sens que chacun a envie de voyager. Hein. On a besoin de pousser les murs et on mise beaucoup sur le livre pour y parvenir. Et on espère, nous, apporter notre petite contribution à ce besoin d'évasion. Alors, c'était quoi la question? Parle-nous du désir. Ah, du désir. Alors, le désir, donc c'est la thématique du Printemps des poètes. La première à l'avoir définie, c'est sa directrice artistique, Sophie Nolot. Et je vais vous lire une partie de ce que vous pourrez trouver sur le site du Printemps des poètes, c'est-à-dire, on va dire, la note d'intention, ce qui voilà, permet de fonder nos approches du désir. Quelle profonde inquiétude, quel désir d'autre chose qu'un pays, qu'un moment, qu'une vie, quel désir peut-être d'autres états d'âme, s'exclamait Fernando Pessoa sous le masque d'Alvaro de Campos. En portugais aussi, le désir nous relie aux étoiles, tout droit tombé des astres et des regrets latins, desiderare qui vient de sidus sideris, comme un ciel étincelant d'absence, une aimantation vitale, un souhait ancestral jamais élucidé, jamais rassasié, jamais exaucé. Voilà la manière dont débutent les propos de Sophie Nolot. Et donc, nous avons cherché à donner des ailes au désir et à travailler, quand je dis nous, c'est Thierry Renard et moi-même, et puis les quelques personnes comme toi, Muriel, qui ont apporté une contribution à l'élaboration de cette anthologie. Je vais préciser que nous avons travaillé pendant une partie de l'année, mais que nous ne sommes, on n'a jamais pu se rencontrer, Thierry et moi. Hein. Voilà, on a travaillé comme on le fait avec vous aujourd'hui, mais confinement, obligations de toutes sortes nous ont empêchés de travailler ensemble et parfois même d'avoir, là où nous étions, tous les livres dont nous avions besoin à notre disposition. Donc, ce sont des contraintes qui sont quand même lourdes. On peut dire quand même que dans cette période-là, le désir, c'était vraiment quelque chose dont on avait besoin. Hein. Ben, on avait aussi besoin de l'anthologie de l'année dernière qui était consacrée au thème du courage. Il en a fallu beaucoup pour affronter toutes les difficultés collatérales de cette pandémie, hein, la prudence, la retenue, l'inquiétude, l'isolement, l'empêchement, les frustrations pratiquement toujours. Donc voilà, courage et poésie fonctionnaient bien ensemble et je trouve que c'est formidable aujourd'hui de pouvoir passer du courage au désir sans aller directement à l'envol peut-être de l'année prochaine, vous voyez. Alors, donc, puisqu'à cette saison du courage succède celle du désir, parlons-en. En plus, on est habité par des désirs qui sont aujourd'hui très, très contrariés, très empêchés. Alors, je me suis demandé en écrivant la préface de ce livre si c'était un désir de retour à ce qu'on pourrait appeler la normale. Et un retour à la normale après des mois de risques sanitaires, de confinement, en fait, j'en suis pas vraiment sûr. Parce qu'on sent bien que la séparation des corps, l'assignement à résidence que nous avons à subir de diverses manières, eh bien, tout cela fait naître aussi des désirs de changement, des désirs d'ailleurs. Je dis dans cette préface des désirs de peau qui se touchent, de corps qui s'étreignent, des désirs de liberté, de vagabondage, parfois de transgression, de renouvellement, d'ouverture, et puis surtout d'imagination. Alors, ce sont des désirs qui peuvent être durables ou éphémères, individuels ou terriblement contagieux, impérieux ou parfois simplement tempérés, timorés jamais. Ils peuvent être ascétiques ou débridés. Bon, bref, c'est un désir fou, comme il existe eh bien, un fol espoir ou des amours éperdus. Éperdu, UES, parce que le mot est féminin, devient féminin au pluriel. Voilà. En revanche, je crois qu'un mal très insidieux nous guette lorsque nous sommes privés de désir. Lorsqu'il n'y a plus de désir, alors là, on entre véritablement dans de grandes difficultés existentielles. J'en veux pour preuve
l'un des derniers textes de cette anthologie, un texte de René Daumal, dont je ne vous lis que le premier vers. Je suis mort parce que je n'ai pas le désir. Alors, pendant toute cette période, pendant toute cette année, nous sommes très nombreux à avoir regardé le monde à travers nos fenêtres et à avoir parfois porté un regard vers le ciel et à avoir regardé les oiseaux, à avoir eu parfois le sentiment qu'ils avaient plus de chance que nous de pouvoir franchir murs et frontières, de pouvoir être plus libres que nous le sommes. Nous avons aussi essayé d'écouter leurs chants et parfois ils ont apaisé nos angoisses, nos craintes. Et leur vol nous a fait rêver de migration, d'essor, de départ. Et donc, au fond, ce sont ces oiseaux multicolores qui ont donné la ligne directrice de notre travail. Alors justement, j'allais te demander que tu nous décrives un petit peu comment vous avez construit l'anthologie. Peut-être dire qu'à chaque fois, vous trouvez une manière, un chemin. Ce ne sont pas, vous n'avez pas en main un livre où les textes sont mis bout à bout et par exemple classés, je ne sais pas moi, par ordre alphabétique ou par année. Il y a à chaque fois un parcours à accomplir. C'est important pour tous ceux qui nous écoutent et qui vont porter à leur tour le désir et le printemps des poètes, de savoir que justement, vous avez proposé un chemin. Alors comment est-ce que vous l'avez... On aurait pu construire le livre avec un ordre alphabétique, on aurait pu commencer avec Apollinaire ou Maram Al-Masri, mais on n'avait personne pour la lettre Z. Alors, bon, c'était un petit peu gênant. Et puis, c'est un ordre qui ne dit rien, qui ne construit pas, qui ne construit rien. Et nous aimons bien, c'est vrai qu'il y a une espèce de structuration qui tire son sens de la thématique qu'il s'agit de traiter. Donc là, ce n'était pas forcément évident. On n'allait pas faire un abécédaire du désir. On n'allait pas non plus, je ne sais pas, faire l'acrostiche du mot désir et avoir ainsi 5 chapitres. On a plutôt pensé que le désir était ce qui donnait des couleurs à la vie, parfois des couleurs à nos rêves et des couleurs aux joues. Et nous sommes partis sur cette idée finalement d'une anthologie multicolore. Alors, elle est un peu dans sa présentation, dans son visuel de couverture. Tu veux que je le montre ? Oui, on peut peut-être le regarder. Tu peux voilà. m'expliquer. Alors, voilà, je pense que vous voyez cette couverture aux couleurs du poème, le désir aux couleurs du poème. Et nous avons donc décliné, au fond, ce qu'on pourrait appeler un arc-en-ciel de passion poétique. Voilà. Et c'est ce que nous allons vous faire découvrir dans... On peut peut-être passer directement à la 4e de couverture. C'est ce que j'allais dire, tu as cité le mot acrostiche. Parce qu'il y a quelque chose que l'on aime bien faire là, depuis 4 ans, c'est d'écrire un poème surnuméraire, un poème que personne ne nous a envoyé, mais que nous reconstituons à partir de fragments strictement respectés, bien sûr, du livre. De façon à dire ceci, au fond, c'est tous ensemble que nous allons pouvoir parler du désir. Donc, avec cet acrostiche, vous voyez que les noms du désir entre terre et mer, ou plutôt, les noms du désir entre terre et mer. Dresse-toi face à moi, écoute le bleu du ciel sans quitter la main du jour, invente des ailleurs à la vie, réveille par son clapotis, barque et timonier. Alors cet acrostiche, je l'ai réalisé à partir de fragments de poèmes. D'ailleurs, je n'ai demandé la permission à personne, mais les fragments viennent d'Ava Pinas Cohen, qui est une poète israélienne, Habiba Janine, Algérie, Aurélie Alassac, poète occitane qui vit à Toulouse, Muriel Zac, qui est à 30 cm de moi, Jean-Marie Berthier, poète français, Hélène Dorion, Québec, et Vénus Kourigata, poète née au Liban, vivant aujourd'hui en France. Voilà. Alors, le désir. Peut-être qu'on pourrait entrer dans chaque chapitre et dans chaque couleur en faisant des lectures. Oui. C'est peut-être ce que tout le monde a le plus envie. Oui, je vois que les pouces se dressent. On va plutôt faire comme ça. Oui, oui. C'est-à-dire que
Peut-être simplement, je termine sur cette brève présentation ou longue présentation en vous disant au fond que ce que nous avons cherché à faire, c'est trouver un livre où les parfums, les couleurs et les sons se répondent, comme disait l'autre, Baudelaire. Voilà, c'est ça, un livre voué aux correspondances. Partir d'une couleur pour aller vers un univers, un aspect du désir, une couleur du désir. Au fond, c'est un livre carte blanche qui vous est donné, parce que vous pouvez le reconstruire comme vous voulez. Surtout, vous pouvez vous permettre de ne pas être d'accord avec nos choix et dire, ben non, ce texte-là, moi, je le vois plutôt ailleurs. Et puis, cette couleur, je ne la vois pas comme vous. Mais c'est en tout cas un livre qui est vif-argent. C'est ce qu'on a voulu faire et puis qui a été conçu par deux types qui n'ont pas broyé du noir. Voilà. Et dans le chat, je vois passer que toute la collection est un arc-en-ciel, ou bien quelqu'un qui nous dit avoir l'impression de voir arriver des livres bonbons de fête foraine. Ah oui, ouais, c'est bien là, en fait. On est parti avec les berlingots. Alors, nous allons donc voyager aux couleurs du désir et on commence avec… Alors, je vais partager l'écran pour que vous voyez la première couleur. Voilà. Dis-nous un mot sur le désir. Alors, tout simplement, déjà, voyez ces pages de titres. Vous en aurez 8. Vous les verrez les 8. Celle-là est assez sage. Hein. On a tous les mots-clés de ce livre, mais il y en a 3 qui émergent. Éternité, silence, absence. J'aurais envie de rajouter le mot neige, parce qu'il y a aussi un désir de neige qui s'exprime dans ce premier chapitre. En tout cas, un désir de silence, un désir d'absence. Et quand on réfléchit à ce que sont le silence et l'absence, on est presque toujours amené à avoir le sentiment de la durée, voire de l'éternité. Et c'est de cela dont parlent les textes de ce chapitre. On commence le désir blanc avec un poème de Swad. Swad Labise, voilà. Un extrait d'un poème qui s'appelle « Déboutonner la soie de ton silence ». Apprends-moi à déboutonner lentement, sans la froisser, la soie de ton silence. Là où toute rumeur s'abolit, où presque rien ne se passe, l'amorce de tes basses féconde en sourdine l'embryon du silence. De cet instant d'éternité naît le désir de toute chose. Comment revenir de toutes ces guerres où je n'ai pas mis les pieds? Je cherche l'issue. Guidée par le palimpseste de ta voix, les portes qui s'entr'ouvrent ne mènent pas à toi. Tisser un abri dans le duvet de ta voix, au fond de l'abri, aménager une niche. Au creux de la niche, une alcôve de consolation. C'est là que j'attends, au plus près du geyser, l'ouverture de tes valves. Poème inédit. Et je poursuis avec 2 courts poèmes. D'abord de Marie-Lise Leroux, que nous n'avons pas eu la chance de rencontrer au marché de la poésie Place Saint-Sulpice cette année, parce qu'il n'a pas eu lieu. Texte qui est paru aux éditions Rhubarbe en 2016. Tu ouvres une brèche dans l'épaisseur du monde pour voir glisser le ciel comme une aile sur l'horizon parfait. Et c'est une joie toujours neuve et désirante que cette parole en voyage sur la mer. L'infini n'est jamais si loin qu'entre 2 portes. Et je poursuis avec une voix de la poésie israélienne que j'ai découverte cet été au cours du festival de Sète, Ava Pinas Cohen, traduite par notre ami Michel Icart-Elial et publiée dans sa maison d'édition, les éditions Le Vent, en 2020. Ma connaissance du silence dérive du désir, clos en mon corps comme une bulle qui ne peut être avalée ou rejetée. Ma voix résonne d'objets, de gestes et de jugements tissés dans ma maison. Ma connaissance de la poésie vient de ce qui est étouffé et se referme, comme une bouche scellée par une fissure, réunie et sépare les lèvres, comme une langue aime et cherche à embrasser, à engendrer et à prononcer les noms du désir. Alors, nous allons aller vers un désir jaune, d'éveil, un désir solaire, un désir de rayonnement. Et puis je salue le travail du graphiste
qui, je le vois très clairement en regardant l'écran, comme vous le regardez, a chahuté sa maquette dès lors qu'il s'agissait de couleurs chaudes. Voilà. Donc, c'est un désir d'éveil. Et je voudrais vous lire un texte d'un poète de Mayotte, Nassouf Djelani, qui vient d'être couronné par le prix FEDCAM Marie Scondé de poésie. Nassouf, c'est quelqu'un qu'on a publié en 2019, mais on le lisait depuis longtemps et on attendait qu'une rencontre se produise. Son recueil s'appelle Naître ici. Naître ici. 26 lettres pour un sourire. Voici 26 lettres pour un sourire de toi, mon enfant. Que veux-tu en faire, sinon des couleurs pourpres, des soleils orange, un coin de ciel bleu sur une fenêtre de verdure? Que pourrais-tu en faire, enfant de mes désirs, sinon me narrer le récit fou de ton vélo rouge? Qu'en ferais-tu? Les contours d'un cœur tendre sur le miroir du sable, ou peut-être brosseras-tu des coquelicots incandescents sur une toile blanche? Qu'en ferais-tu, espérance de mes matins calmes, sinon me crayonner le sillon des roues sur la route, sur la terre latérite? Je te regarderai t'élancer 26 fois s'il le faut sur la plage vierge de la vie, et je t'offrirai toute la tendresse de mon cœur en éveil. Et à chaque fois que le temps nous séparera, il suffira d'un peu de souffle sur les 26 lettres que tu auras chéries pour qu'apparaisse tout l'amour de mon âme à ton cœur d'enfant. Qu'en feras-tu? Tu me raconteras peut-être la ronde des oiseaux dans le cotonneux du ciel. Tu mettras donc du bleu et du rouge sur l'envol de tes rêves. 26 lettres d'or étalées sur une colline dominant une bananeraie en fleurs. Et je serai là. Je t'attendrai. Il suffira de secouer les lettres pour que se tisse le chant de nos après-midi sans fin. Alors moi, dans le désir jaune, j'ai choisi de vous lire le poème inédit que Jeanne Benhammer a écrit pour vous dans ce livre. Jeanne Benhammer, dont nous avons publié tous les derniers recueils de poèmes et que sans doute vous connaissez bien. Son texte s'appelle « Le geste d'Isis » ou « Le désir de penser ». Isis est seule. Elle avance sans savoir. Isis est ma sœur. Comme elle, je ne sais pas. Comme elle, j'avance quand même. Elle ramasse ce qui n'appartient plus, des fragments. Elle brave les parts. A-t-elle peur? J'ai peur si souvent. Je la vois qui se penche. La terre peut être aride et ne rien offrir à son regard qui scrute, à sa main qui se tend. Elle effleure la roche, reprend sa marche hésitante, et peu lui importe le temps qu'il faudra. Elle persiste tout entière à sa tâche. Le geste d'Isis, c'est celui de la pensée. La pensée recoue les fragments du monde. Il y faut de la constance et une forme de foi, celle que je me reconnais, sans Dieu, celle qui m'a guidée enfant quand j'ai désiré si fort l'entrée dans les signes. Elle me tient toujours. Du désir d'écrire au désir de penser, il y a le pas d'Isis, celui qui mène d'un mot à un autre. Sans vide entre les mots, rien n'est lisible. Cet espace vide est celui où j'aventure aussi mon pas. C'est là que la pensée m'attend chaque jour, et chaque jour, je tente de rassembler les parts. J'y mets du temps et du silence. Ma solitude fertile, c'est ainsi que j'ai désiré ma vie. Des images m'habitent alors. La pensée est sœur du songe. Sur lui, elle s'appuie. Alors, peu à peu, comme Isis, je vois que le corps du monde est là. Il apparaît enfin, et je sens à nouveau la terre sous mes pieds. Je peux penser enfin ce monde où je vis et y prendre ma place. Merci Muriel. Après l'éveil, le rayonnement, bien sûr, l'énergie, la vitalité, celle que la couleur orange impulse, le plaisir aussi. Je pense à ce dont parlait Jean-Pierre Siméon qui est présent dans ce chapitre,
la poésie vitamine P. Hein. Je trouve que c'est un peu cela que nous avons voulu faire dans ce chapitre. Et je l'ouvre avec un poème inédit, très court, de Marion Collet, un texte écrit, je pense, pendant le confinement. Traverser les murs opaques. Traverser les murs opaques, dans les cendres, dans l'éclatement, broie le déni, débrise le vent, dans le cratère, dans l'immédiat, aime encore, aime plus fort, traverse les murs opaques, perce le tympan du temps. L'amour est une lave en révolte contre la mort et le néant. Michel Voltaire-Marcellin, mensonge. Ils m'ont menti, ceux qui m'ont dit un jour je serai plus tranquille. Ils m'ont trompé. Rien ne meurt avec l'âge, ni l'envie d'amour, ni celle des baisers. Et mon cœur fou me fait parfois oublier ce corps encombrant, alourdi par les ans, si facilement séduit pourtant, si passe de trop près un homme aux yeux trop doux. Et je tressaille du même désir 100 fois retrouvé, quand un danseur me chavire, ses doigts agrafés à mon cou. Quelle chaleur soudain m'envahit à un éclat de rire, me donne envie de mordre à pleines dents ses lèvres heureuses. Ils m'ont menti, je ne fais deuil de rien. J'ai dans mes jambes des envies de course à perdre haleine, dans les broussailles inondées de soleil, vert et ciel mélangés, cheveux défaits, épaules nues au vent, des envies de culbute aux membres emmêlés, de baisers dont la saveur serait celle de la pulpe des mangues et m'emplirait la bouche de leur sirop de miel, d'une langue qui aurait la fraîcheur de l'eau d'une fontaine. J'ai des envies de sexe dur comme du verre, des envies de peau chaude et d'aisselle dont je lècherais le sel, et plus bas encore dans l'odeur de fougère. Je rêve à la brûlure si douce du sable à la plante des pieds, du cri arraché au plaisir comme celui de l'oiseau soudain désencagé. J'ai dans mes mains des envies de caresses, dans mes oreilles le doux gémir qui suit une nuque frôlée. Et vous passez sans me voir, laissant flotter autour de moi votre parfum de bête libre, sans savoir que mes yeux vous ont déjà appuyé contre ce mur, et mes bras cadenassé votre corps, que je vous ai, de la tête aux pieds, sucé comme une menthe. N'avez-vous pas senti mes doigts dans vos cheveux? Et du plus loin que je me garde, très loin de vous, lorsque je vous regarde, ne sentez-vous pas cette jouissance qui roule en moi? Vous ne savez donc pas qu'ils m'ont menti, ceux qui m'ont dit un jour je serai plus tranquille. Voilà, Michel Voltaire-Marcellin, vous comprenez que parfois on peut hésiter, hein, on peut se demander s'il faut placer ce texte sous le signe du végétal ou peut-être dans la couleur rouge où l'érotisme domine. Alors voilà, on va passer à l'image suivante. Là, on fait monter la température des couleurs là, hein. Donc nous y sommes, on passe de l'orange au rouge. Alors, sexe, incandescence, passion, on aurait pu ajouter révolution. Les textes que nous ne vous lirons pas aujourd'hui. Ah oui, c'est peut-être les plus intéressants. On ne vous lira pas, par exemple, Ana Maria Rodas, la grande poétesse du Guatemala, mais pourtant c'est formidable. On ne vous lira pas non plus l'une des grandes voix de la Beat Generation, Lénore Candel, dont nous avons publié cette année dans une réédition de l'anthologie Beat Attitude le petit texte qui n'avait jamais été traduit en français et qui avait été censuré en 1966 aux États-Unis, The Love Book. Voilà, nous venons de le publier et un extrait figure dans cette anthologie. En revanche, ce que l'on peut vous lire, c'est le texte de Caroline Boidet. Eric voilà. Nous dit oser, mais il faut bien qu'on vous en laisse à découvrir dans ce livre. Donc, je vais vous lire un extrait d'une femme en crue, un recueil de Caroline Boidet qui sort lui aussi à l'occasion du Printemps des poètes et donc du désir. Un cri traverse l'homme de la taille du torrent. Un cri qui atteint en profondeur la femme en crue, fait basculer son cœur.
Une étrangère, dit-on, transforme les cris en rires, les hurlements en râles d'amour. Il lui suffit de mélanger dans une marmite fêlée frayeur et herbe folle. L'homme qui a fait le tour de la terre sans croiser le moindre soleil renaîtra ailleurs. Son désir aura la cambrure d'un fauve. La rive de l'homme de la taille du torrent est le désir. Il le traverse quand il croise la femme sur la mer, caresse ses lèvres, en étale le rouge avec son doigt, appuie fort pour voir sa peau nue et le jour dans sa bouche. Il est de retour à la vie quand elle griffe les draps de l'écume, les agrippe dans l'abandon de toute décence. Un ruisseau coule de ton cœur à ton aine, coule jusqu'à ton ventre. Ton nombril se dénoue sous ma langue, fleuve sinueux qui fait son lit au creux de mes reins, se jette dans mon cou, serre mes cheveux dans sa main. Tes caresses englouties sous ma peau gonflent mes veines, inondent les pierres d'eau blanche. Ta bouche s'engouffre, fonte de la terre dans ma chair. Et puis, ce texte du poète iranien Garous Abdol-Malekian, qui est un texte inédit en français, traduit par Farideh Rava, et qui nous parle de cette pulsation sanguine. Je laisse mon sang jaillir et écrire sur ce sol ce qu'il souhaite, qu'il s'enfonce dans la terre, qu'il écrive sous la terre, qu'il fasse en sorte que les morts lisent aussi de la poésie. Je laisse mon sang jaillir, passer en dessous des fils barbelés, passer en dessous des murs, passer en dessous du monde, et dans toutes ses noirceurs, garder sa rougeur. Je laisse mon sang jaillir pour qu'il fasse battre le pouls de la liberté. Et puis, on va vous montrer, sans le lire, parce que le temps passe très vite, voilà, le texte d'Alain Damasio, que nous avons composé presque tête bêche, extrait des Furtifs, qui est un texte qui témoigne de son intérêt pour ce qu'il appelle la typoésie. Et on passe à un désir bleu de voyage, d'espace, de mer. Et c'est de mer dont il s'agit avec ce texte d'Anne Billan, dont la poésie chemine comme une pirogue à balancier entre deux océans. Elle a toujours été là, grise, et des milliers de moutons blancs bougent en elle, vent à décorner les bœufs, impossible de les compter, mais le tenter quand même. Et la journée file sans la quitter des yeux. Elle a toujours été là, verte et bleue dans la lumière. C'est l'été, ou un jour d'hiver de ciel froid, coupant. Pas un pet de vent, dit le père. Et regarde bien ce banc de poissons qui joue à saute-mouton le long du bateau. Essaie de les compter. Elle a toujours été là, dans le désir du fleuve et la course translucide du troupeau des civelles. Un seau accroché le matin à la grille par un pêcheur. La mère d'avance qui se régale. Et tu dis, c'est bon, c'est triste, nous allons les manger, maman. Jamais elles ne reverront la mer. Le 16 avril 2020, j'étais assis exactement ici sur un fauteuil que j'ai martyrisé pendant tout le confinement pour des apéros poétiques en live, comme on dit. Et le 16 avril 2020, quelques minutes, je crois, avant de lire le texte que nous avions prévu de lire, nous avons appris la mort de Luis Sepúlveda. C'était un grand choc, on lui a dédié cette lecture. Je crois me souvenir que c'est un texte de Louis-Philippe d'Alembert que je lisais alors. Et Louis-Philippe était un des amis de Luis Sepúlveda. Nous étions sous le choc et nous sommes aujourd'hui heureux de donner vie à la poésie de Luis Sepúlveda, qui n'est pas connue, je crois qu'il n'a jamais publié de poème, mais il en a écrit. Et nous avons dans ce livre un poème inédit de Luis, traduit en français par Caroline Boidet, et puis va lui répondre un poème de Carmen Yanez, qui est la femme de Luis Sepúlveda, qui lui répond dans un texte également inédit, traduit par Louis-Philippe d'Alembert. Voilà, nous avons voulu jouer ce duo, faire entendre leurs voix qui sont comme cela reliées dans le miroir de pages de ce livre. Luis Sepúlveda, Chemin. À Pelusa,
Carmen Yanez. Tu marcheras alors inachevé par les routes sinueuses de la poésie. Tu enterreras les préjugés grossiers et la morale obscurcie par le temps. Tu entendras l'appel fauve de la vie et tu gronderas comme un éclair dans tes vers. Tes cierges illumineront les horizons opaques et alors, quand indéfini dans le temps, tu abattras les frontières de ton existence, déjà femme, déjà femelle, tu construiras ton avenir dans une constellation d'étoiles et de poèmes. Carmen Yanez, nous étions si heureux et nous ne le savions pas. Ignorant de la lumière qui entourait l'innocence, nous étions si heureux, mon amour, avec la chaleur de nos mains réunies, traversant tous les chemins, et nous gaussant des obstacles de pierre ou de grêle qui tentaient d'arrêter notre course irresponsable au bonheur. Nous étions si heureux et insouciants de la dimension de la vie, de la menace invisible, l'ombre longue de la peur. Irrévérencieux, nous ne savions rien. Nous aimant avec des rêves d'avenir. Aujourd'hui, je ne pense plus au-delà de demain, alors que j'attends une preuve de ta vie racontée par d'autres. C'est presque une définition du travail de l'éditeur, hein, donner des preuves de vie, voilà, racontées par les autres. C'est en tout cas ce que nous faisons dans un livre comme celui-ci. Alors, nous passons du bleu au vert et nous passons un désir de nature, de chlorophylle, de forêt, n'est-ce pas, Hélène, qui est quelque part de l'autre côté du miroir de cet écran d'ordinateur, et bien sûr d'espérance. Et nous faisons le choix de vous lire à deux voix un poème d'une poétesse burundaise que nous aimons énormément, Keti Niviabangi. Je suis ton aube. Je suis ta nuit. Je suis une poussée de fièvre. Je suis un battement d'ailes. Je suis une ardeur lycéenne. Je suis un cri sans fin. Je suis cette main tendue au coin d'une rue. Je suis cette faim qui rend toute pensée frêle. Je suis le sommeil d'un peuple millénaire. Je suis une angoisse inexpliquée. Je suis cette femme qui vient d'être aimée, une langueur qui tâtonne et guette l'aurore du fond d'une falaise, un désir, un souvenir de ce que tu fus longtemps, longtemps avant d'être ce que tu es. Je suis un songe de liberté et cette nuit, c'est de toi, terre d'émeraude, que j'ai rêvé. Et je poursuis avec un poème d'Hélène d'Orion. Le chemin qui monte vers toi brûle les ombres de ma vie. Je suis l'arbre foudroyé, la chute et l'envol dans l'instant où advient le désir. L'élan de la neige recouvre la terre. Une aile perce le ciel et son écho rompt le rivage, déchire comme une flamme la peau fragile de nos rêves. Je me tiens dans le sillage de la nuit, je remonte vers toi, l'unique présence qui jamais ne s'éteint, désir de voir, toucher, dire. On invente des ailleurs à la vie. Toute feuille est désir de fleurs et de fruits. Avec lui, le monde surgit. Et puis, elle est peut-être parmi nous, parmi vous, aujourd'hui, Ala Mohammad, poète originaire de Syrie, avec ce texte traduit par Antoine Joquet. Alors, on est en train de préparer le prochain livre d'Ala Mohammad, chacun dans notre espace, mais le livre sortira sans doute en septembre 2021. C'est pas sans doute, c'est sûr. Chemin. Nous étions sur le chemin, la distance aussi. Qui a arrosé l'herbe bordant le chemin depuis ton départ, l'a fait pour qu'il n'y ait pas de faim. Défie le feu de la beauté, remplis tes poumons d'air et garde-le pour les moments de détresse. Agrippe-toi aux tristesses pour que les victoires des tyrans et les calamités ne te déracinent pas. L'espoir, jardin suspendu de la tristesse, gravité de la terre, col de la joie. Nous n'avons pas choisi la géographie, et nous voici à présent sur l'autre versant de la coïncidence. L'étranger ne s'établit point, ni l'amour, ni le chemin. Laisse-nous nous amuser de ce qui nous a manqué. Quelle malédiction! Comment choisir sa fleur
parmi les fleurs de cette prairie. Que la lune éclaire telle une vieille radio solitaire face au fleuve sur la colline. Et nous nous approchons de la fin du jour, du moins pour ceux qui sont en France, avec un désir indigo, violet. Nous nous sommes dit qu'il y avait aussi un désir de solitude, de mélancolie, un désir d'opacité, parfois aussi un désir violent. Et c'est ce que travaille ce chapitre. Et je dois dire qu'on aurait pu mettre beaucoup de textes dans ce chapitre. Et faire des choix de lecture, là, n'était pas facile. Alors, moi, j'ai choisi de vous lire Louise Dupré, Horizon. Te voici rendu à l'âge des testaments. Toi qui n'as jamais fréquenté les notaires ni les docteurs de la loi, tu apprivoises l'éternité des cimetières. Même si ton cœur bat encore au rythme du printemps, tu vis avec l'urgence d'ouvrir une route praticable pour ceux qui un jour te pleureront comme tu as pleuré ta mère, et sa voix vieillit contre ton tympan. Il suffit parfois d'une phrase de mère pour continuer, et tu ne voudrais pas quitter ton petit monde sans une parole capable de résister à la détresse. Malgré l'usure de tes genoux, tu sais encore marcher, et tu resteras debout, et tu resteras jusqu'au bout, une femme de désir, soulevant à chaque pas la beauté endormie sous la poussière. Car le désir est un horizon debout. Il reconstruit les villes sur l'odeur sanglante des bombes. Et tu l'invoques dans tes poèmes pour les enfants sortis de tes entrailles, sans l'avoir demandé. Jamais tu ne t'es vu comme l'apôtre d'une foi qui prétend déplacer les montagnes. Mais tu écris, fragile, l'instinct de l'espoir. Merci. Et en écho à ce très beau poème de Louise Dupré, eh bien, nous allons rester en Amérique du Nord, et cette fois sur le versant anglophone, avec un poème de Margaret Atwood. Vous savez peut-être que nous publions la poésie de Margaret Atwood et que nous avons fait paraître cette année, juste après le premier confinement, un livre important qui s'intitule « Laisse-moi te dire » et qui rassemble des poèmes écrits entre 1964 et 1974. Et je voudrais, laissez-moi vous lire un poème intitulé « Fin août » qui parle de ce désir particulier de l'automne ou de l'automne de la vie. Fin août, c'est la saison des prunes, des nuits bleues et étirées, de la lune voilée, c'est la saison des pêches, aux rondeurs abondantes et closes, qui luisent dans la pénombre, des pommes qui tombent et pourrissent doucement, leur peau brune veinée comme des glandes. Plus aucune voix stridente qui criait « À l'aide !» depuis les temps froids, coupantes et vives comme de l'herbe fraîche. Maintenant, ce sont les criquets qui disent « Allons-y, 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 allons-y !» tapis dans l'ombre, tandis que les prunes qui dégoulinent sur la pelouse devant nos fenêtres éclatent avec un gargouillis de sirop épais, étouffé et lent. L'air est encore chaud, la chair recouvre la chair. Rien ne presse. Traduit de l'anglais par Christine Evin. Noir, désir noir, c'était pas évident de travailler cette thématique et nous avons pensé qu'il y avait un désir de mystère, de profondeur, de nuit qui rejoint peut-être le désir blanc de silence et d'éternité. Et nous allons terminer ce tour d'horizon avec 2 poèmes. Un poème de Marianne Katsaras. Sur quelle terre étrangère as-tu emporté mon amour? Dans quelle voie subitement arrêtée ai-je dû exiler les battements de mon cœur? Dans quelle parole trouée ai-je dû me sauver, battu de plein fouet par le gémissement des vagues? C'est au petit matin qu'on lui a retiré ses lendemains. C'est au petit matin que les vieilles du village ont dépouillé ses mains de leur rosée. Dans quel sommeil léger pourrais-je venir te retrouver?
Dans quel chant entonné par le silence? Quel corps vide jeté dans les citernes? Quelle maison incendiée? Quelle mer démontée? Un jardin mortifère en guise d'escale et une immense pierre en travers de la gorge. Un poème inédit. Et pour répondre à Marianne Katsaras, qui est d'origine grecque, ce texte de Yannis Ritsos, qui est le dernier poème du livre, intitulé Une goutte, et c'est extrait d'un livre intitulé Grécité, merveilleusement traduit par Jacques Lacarrière. Une goutte. Il n'a plus de temps, plus de désir. Il ne peut regarder. Dans le puits, il descend et remonte le vieux seau plein de trous. Il en tire une eau noire, il la rejette dans l'eau noire, la corde s'use. Et soudain, cette peur que la corde ne casse et que même l'eau noire ne s'épuise. Une goutte est tombée sur sa chaussure, elle brille au soleil. Une goutte qu'il voit, qui grandit, grandit, occupe le jardin, le monde. Une goutte sur une vaste feuille de néflier qui aveugle et réfléchit le monde. Charles Juliet, pour terminer, écrire pour vivre mieux. Écrire pour obéir aux besoins que j'en ai. Écrire pour apprendre à écrire, apprendre à parler. Écrire pour ne plus avoir peur. Écrire pour penser mes blessures. Ne pas rester prisonnier de ce qui a fracturé mon enfance. Écrire pour ne pas vivre dans l'ignorance. Écrire pour surmonter mes inhibitions, me dégager de mes entraves. Écrire pour déraciner la haine de soi, apprendre à m'estimer. Écrire pour déterrer ma voix. Écrire pour me parcourir, me découvrir, me révéler à moi-même. Écrire pour épurer mon œil de ce qui conditionnait sa vision. Écrire pour me clarifier, me mettre en ordre, m'unifier. Écrire pour conquérir ce qui m'a été donné. Écrire pour gravir la pente qui mène à la simplicité. Écrire pour tenter de réduire, de dissoudre le moi. Écrire pour devenir plus conscient de ce que je suis, de ce que je vis. Écrire pour affiner et aiguiser mes perceptions. Écrire pour savourer ce qui m'est offert, pour tirer le suc de ce que je vis. Écrire pour repousser mes limites, agrandir mon espace intérieur, me rendre plus libre. Écrire pour soustraire par-delà la lucidité conquise, une naïveté, une spontanéité, une transparence. Écrire pour produire la lumière dont j'ai besoin. Écrire pour tenter de voir plus loin que mon regard ne porte. Écrire pour donner sens à ma vie, pour éviter qu'elle ne demeure comme une terre en friche. Écrire pour susciter cette mutation qui me fera naître une seconde fois. Écrire pour m'inventer, me créer, me faire exister. Écrire pour m'employer à devenir meilleur que je ne suis. Écrire pour faire droit à l'instance morale qui m'habite. Écrire pour affirmer certaines valeurs face aux égarements d'une société malade. Écrire pour être moins seul, pour parler à mon semblable, pour chercher les mots susceptibles de le rejoindre en sa part la plus intime. Des mots qui auront peut-être la chance de la révéler à lui-même, de l'aider à se connaître et à cheminer. Écrire pour mieux vivre, mieux participer à la vie, apprendre à mieux aimer. Écrire pour que me soient donnés ces instants de félicité où le temps se fracture et où, enfoui dans la source, j'accède à l'intemporel, l'impérissable, le sans limite. Charles Juliet, cet extrait d'un livre intitulé Trouver la source, publié cette année aux éditions À la passe du vent que dirige Thierry Renard. On n'a pas tout lu, hein. 88 poètes, on en a quand même lu une dizaine, une douzaine peut-être. Voilà, mais il vous reste beaucoup de découvertes à faire. Le livre sera en librairie dans 8 jours aujourd'hui. Voilà, le jeudi 4 février. Peut-être dire avant de laisser la place à vos questions que nous avions, comme tous les ans, une soirée prévue sur la scène de la Maison de la Poésie de Paris avec une poignée d'auteurs de l'anthologie pour faire vibrer le désir. Cette soirée est maintenue, mais en live, c'est-à-dire Facebook et YouTube live, et elle est mercredi 10 février
à 19 h. Donc, vous pourrez vous connecter et pour entendre sur scène avec plusieurs de nos poètes encore et encore des poèmes sur le désir. Voilà, puis nous réfléchissons à des formules en visio-lecture qui permettraient à plusieurs auteurs de l'anthologie de pouvoir voilà, offrir un récital collectif dans quelques semaines. Ça, on vous tiendra informé, bien sûr, de ces approches techniquement un peu plus compliquées, mais sans doute nécessaires. Nous avions pu faire ça pour fêter nos 10 ans avec 10 poètes, et donc on envisage bien de faire ça avec des poètes répartis dans le monde entier. On vous remercie d'avoir été présent avec nous, et on va prendre la suite avec vos questions.